la dernière vidéo de cette série où je vous raconte littéralement ma vie. C'était donc le lycée partie 1 et on a fait un peu plus de vues que d'habitude, donc c'est trop bien. Mais du coup, même si c'est encore presque rien par rapport à beaucoup d'autres contenus, et bien ça m'a quand même mis un petit stress de syndrome d'imposteur où je me suis dit mais attends, mais pourquoi les gens ils écoutent, j'ai rien d'intéressant à raconter. Le prochain épisode, j'ai peur que les gens soient déçus parce que j'ai vraiment rien d'intéressant à raconter en fin de compte. Bon, faut que je me calme. C'est de l'ASMR, on est là pour s'endormir. Mais du coup, je préfère quand même dire en début de vidéo qu'il n'y a rien d'exceptionnel pour éviter toute déception. Rien d'extrêmement intéressant. Mais d'un côté, il ne faut pas que je me dénigre comme ça parce que si je fais ce type de contenu, c'est à la base parce que c'est moi le genre de contenu que j'aime bien. J'ai beaucoup cherché des story time en ASMR à une époque et je trouvais pas de long format alors que c'était ce que j'aurais voulu avoir pour m'endormir. Donc c'est pour ça que je vous propose ça. Et voilà. Et puis d'ailleurs, tout ce que je consomme comme contenu, enfin mon type de contenu préféré, que ce soit sous forme de vidéos YouTube, de podcasts ou autre, c'est toujours des gens en fait qui racontent leur vie. Donc je participe en racontant la mienne. Voilà, petit discours d'auto. Je m'auto-convainc que ce que je fais a une certaine valeur. Aussi, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou alors que vous avez jamais regardé, je veux dire si vous n'avez pas regardé les vidéos précédentes, mais que vous pensez que le concept va vous plaire, je vous conseille d'aller rattraper votre retard avant de revenir parce qu'on est vraiment sur un racontage de vie type biographie, donc c'est chronologique. Du coup, quitte à regarder les vidéos, autant les regarder dans l'ordre. Et là, du coup, je vais faire référence à des personnes et à des événements dont j'ai parlé dans les premières vidéos. Donc, n'hésitez pas. Je me suis munie de quelques triggers. On a mon petit pinceau, la petite bougie smiley alias la citrouille, la brosse en plastique. J'espère que je vais réussir à penser à les sortir, enfin à les utiliser pendant la vidéo parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur deux choses à la fois. Et enfin, je vous ai ramené un souvenir de vacances typique de la Provence. Non, je rigole, j'ai vraiment acheté ça dans le sud de la France, mais on trouve ça dans absolument tous les bazars de France. Et je vous ai attendu pour l'ouvrir. C'est tout collé. C'est trop drôle comme texture. Regardez, c'est beau, hein. Je savais que ça allait être beau. J'adore. Trop bien. Oh. Alors avec ça, si je vous hypnotise pas,
Est-ce qu'on peut en sortir un bruit? Non, c'est vraiment... Par contre, c'est l'objet le plus silencieux du monde. Alors c'est un trigger vraiment visuel, mais c'est très agréable. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi agréable à toucher. Il faut que j'en achète de toutes les couleurs. Ok. Voilà donc ce que j'ai devant moi. On est donc sur un contenu qui n'a pas vraiment une visée particulière, si ce n'est le divertissement et la relaxation, l'endormissement même dans l'idéal si vous me regardez le soir. Mais c'est vrai que moi je raconte quand même ma vie. Donc pour moi il y a aussi un petit côté thérapie. Vraiment. J'ai vu énormément de psychologues et psychiatres dans ma vie d'ailleurs. Et mais ça fait longtemps que j'en ai plus vu. Et tant mieux on va dire. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parce que j'ai eu des périodes assez compliquées. Et en fait à chaque fois que j'ai vu des psys, j'ai été forcée de les voir. C'était pas ma décision personnelle. Donc d'une certaine façon, heureusement que ça fait quelques années que je n'en vois plus. J'en vois plus depuis... Ah, c'est dingue, j'en vois plus. J'en vois plus depuis mes 22 ans. Ouais. Quand j'ai eu 22 ans, j'ai plus jamais revu de psy. J'en ai 29. Donc ça fait un moment. Donc c'est cool, c'est une bonne chose parce que je vais mieux. Mais par contre, bizarrement, ça m'a pas dégoûté des psys. Et si j'avais les moyens, ça fait des années que j'aurais commencé une thérapie. Je pense que presque tout le monde bénéficierait d'une thérapie. Avoir quelqu'un de neutre en fait à qui parler de tout. Je pense que c'est vraiment j'allais dire un luxe. Ça devrait peut-être pas être un luxe, en tout cas actuellement c'est quand même un peu un luxe. Et par contre ce que je veux dire c'est que voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humains qui ne bénéficieraient pas d'avoir cette... je considère que c'est presque comme une hygiène mentale quoi. Tout comme on se lave tous les jours, ça permet de vider un petit peu son cerveau. Bref, j'aime. Et après voilà, il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres. Et bref, dès que je suis riche, je commence une thérapie. Mais vu que c'est pas encore le cas, je vous cache pas que de raconter ma vie sur internet, il y a un petit côté comme ça parce que ça me permet de faire un point un peu sur tout ce que j'ai pu vivre. Je sais pas si vous savez, mais enfin je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu ça. Personne de mon entourage. Alors, certaines personnes de mon entourage savent que j'ai une chaîne ASMR, mais ils n'ont pas le nom de la chaîne. Donc, à part si il y a des inspecteurs gadgets dans mon entourage et qui m'ont pas dit qu'ils m'avaient trouvé, normalement, personne que je connais dans la vraie vie ne regarde mes vidéos. Donc, en ce sens, vous êtes des personnes neutres comme peut l'être un psychologue et un psychiatre. Et tout simplement, le fait de parler et de raconter ma vie, ça me force
des choses, à repenser à tout ce que j'ai vécu, à choisir des mots pour le raconter. Voilà, c'est... Même si je prépare pas du tout mes vidéos, j'essaye évidemment de repenser quelques jours avant de filmer à la période en question, ne serait-ce que pour me rappeler qu'est-ce que j'ai vécu à cette période et tout. Donc à y penser un petit peu et bref, il y a un côté thérapie et je sens que ça va me faire du bien. Pour l'instant, on n'est quand même pas rentré dans des trucs très deep. L'enfance, j'ai choisi d'un petit peu survoler la période parce que ça aurait été trop long si j'avais fait une vie. Enfin, en plus, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Mais c'est vrai que elle a peut-être pas été aussi rose que ce que je laisse à penser. Enfin, j'ai pas raconté grand chose, c'était plus des petits trucs rigolos. J'ai pas vécu une enfance traumatisante, mais j'ai pas non plus. Je pense que j'ai pas non plus l'enfance parfaite que la vidéo peut laisser penser que j'ai eu. Voilà, j'ai pas encore décidé si j'ai envie de parler dans les détails de choses que je reproche à mes parents, par exemple, parce que pour l'instant personne ne connaît ma chaîne ASMR, mais ça risque d'arriver et actuellement je suis en bon terme avec mes parents, donc j'ai pas envie de leur faire de la peine. J'ai pas été maltraitée, mais j'ai pas eu une enfance de rêve. Et d'ailleurs mes parents m'ont emmené voir des psys très tôt. Très très tôt. Je vous ai dit que j'avais vu plein de psys dans ma vie et tout. Et moi c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, j'ai du mal à juger. Mais j'ai quand même l'impression que mes parents ne savaient pas quoi faire de tout leur oseille parce que les raisons pour lesquelles j'allais voir des psys, ça me paraît assez ridicule. Je suis allée voir mon premier psy parce que je faisais des cauchemars. Et je suis allée voir un deuxième psy parce que je disais des gros mots. Donc bon, ça me paraît quand même assez basique. Voilà. Et moi j'étais très vexée, très blessée, très vexée qu'on m'envoie voir un psy. Parce que j'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 6 ans, 6-7 ans. Du haut de mes 6-7 ans, j'avais compris que c'était pour les gens pas normaux, enfin qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez moi. Donc ça m'aidait pas à être plus joviale. Et en plus de ça, la psy qu'on m'a emmenée voir pour mes cauchemars, elle a eu la brillante idée de me dire de dessiner mes cauchemars et de les afficher au mur afin de les confronter, on va dire, pour ne plus avoir pour en avoir moins peur. Sauf que pas de chance, le personnage principal de mes cauchemars récurrents c'était ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, je pense que ça n'a pas fait plaisir à ma mère de se voir dessiner sur plusieurs de mes dessins de cauchemars. Donc je pense que ça a même mis de l'huile sur le feu, mais ça c'est drôle parce que j'y ai pensé de cette façon que très récemment, parce que c'est tellement vieux et que sur le coup j'étais tellement petite que vu que c'est ma mère qui me force à voir un psy, ma mère et mon père, hein, mais c'est voilà, et que c'est la psy qui me demande de dessiner mes cauchemars, ben
c'est comme si ma mère me demandait de dessiner mes cauchemars. Donc j'aurais pas envisagé que ça allait la déranger. Mais bah c'est un petit peu triste comme anecdote. Donc je faisais des cauchemars récurrents. Et il y en avait un où j'étais kidnappée par un gang de sorcières. Et j'étais emprisonnée par, par les sorcières. Et, et à un moment, mon père arrive pour me secourir. Je suis derrière les barreaux et je vois mon père qui arrive pour me secourir. Et là, il y a ma mère qui arrive. Et elle embrasse mon père, mais je comprends que ma mère, elle fait partie des sorcières. Et que donc, si elle a mon père dans ses filets, et bah mon père il va pas me sortir de derrière les barreaux. J'avais pas prévu de raconter ça, mais et l'autre cauchemar avec ma mère, c'est qu'il y avait un tremblement de terre. Ça se passait dans l'appartement où on vivait. Et il y a un tremblement de terre, donc moi trop peur et tout tremblement de terre, tu vas voir ta mère quoi, enfin tu comptes un peu sur ta mère. Et ma mère elle mangeait un yaourt. Et au lieu de s'inquiéter de nous protéger, elle se mettait à rire comme ça, comme un méchant dans Disney. Et elle mettait du yaourt partout. Je vais être obligée de renommer la vidéo parce que je suis pas du tout en train de parler de mes années lycée. Mais bon bref. Du coup, je sais pas pourquoi je faisais ces cauchemars là. Mais ce que je sais c'est que ça n'a pas dû arranger mes rapports avec ma mère que de dessiner ça et de les accrocher au mur. Donc voilà, des premières expériences. Et puis les gros mots, moi je pense que c'est... Je sais pas, n'importe quel enfant. Bref. Et moi ça m'a bien saoulé qu'on me force à aller voir des psys comme ça pour rien. Et puis alors après, ça tombe bien parce que ça... c'est lié à autre chose que je voulais dire. Donc après dans ma vie j'ai fait 2 dépressions et j'ai également été... je comptais pas le dire dans cet ordre mais c'est pas grave, ça vient comme ça. J'ai été internée également à 2 reprises en psychiatrie. Donc voilà, on a vu du psy toute sa vie. Mais ça va beaucoup mieux en tout cas. Mais du coup c'était toujours contre mon gré. Enfin contre mon gré. En tout cas c'est pas moi qui avais l'idée de prendre rendez-vous quoi. Et du coup ce que je voulais vous dire aussi c'est que en repensant à mes dernières vidéos j'étais un petit peu gênée parce que je vous parle du fait que j'ai bu de l'alcool, pris des drogues, etc. Enfin, jusqu'ici, dans la chronologie, on n'en était que, entre guillemets, au cannabis, qui n'est pas une drogue anodine, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Et ce qui me gêne, c'est que, comme vous savez mon histoire petit à petit, je casse une fois par-ci par-là qu'il faut pas faire pareil, que c'est pas bien. Mais bon, ça fait un petit peu la petite phrase bidon politiquement correcte. Alors que moi ça m'a vraiment fait énormément de mal. Du coup voilà, je viens de le faire mais j'avais prévu dans tous les cas de vous en parler pour ça. Moi le fait de boire et de prendre des drogues ça m'a littéralement gâché la vie. Alors je m'en suis relevée depuis. Mais je voulais réinsister là-dessus parce que c'est pas des petites phrases justement que je dis comme ça parce qu'on est obligé. C'est vraiment
c'est le meilleur spot anti-drogue. C'est le meilleur spot anti-drogue ma vie. Encore une fois, là dans cet épisode, on va parler. Je sais pas si on va arriver jusque là, mais bon, au cas où on risque de parler encore de drogue de façon assez légère, puisque c'est la façon dont je l'avais vécu à l'époque dont on va parler. Mais pour éviter tout malentendu et pour éviter que ça puisse donner envie à qui que ce soit d'essayer ou voilà, enfin pour pas brouiller le message, je vais vous spoiler un petit peu sur la suite des événements. Et d'ailleurs ça tombe bien, je viens de l'évoquer, mais du coup ça m'a vraiment fait tout perdre à un moment, tout ça. Voilà, je suis passée de quelqu'un qui avait plein d'amis à quelqu'un qui avait plus d'amis. Je suis passée de quelqu'un qui a eu le bac mention très bien à quelqu'un qui n'a pas pu faire d'études supérieures. Alors, vous m'avez peut-être déjà entendu parler de ça en le présentant comme un choix pour faire de la musique. Alors c'est pas un mensonge pour autant, mais tout n'est pas tout blanc ou tout noir. En fait, le truc c'est que j'ai essayé de faire des études pendant des années et au bout d'un moment j'ai décidé de lâcher l'affaire, donc volontairement, mais en fait j'avais déjà l'âge d'avoir un master si j'avais eu un parcours classique, et j'étais encore en L1, donc à 22-23 ans. Ouais, à 23 ans j'étais encore en L1 et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter les études pour faire de la musique. Du coup j'ai quand même été en errance scolaire, voilà, de mes 18 ans après un bac mention très bien à mes 23 ans, et donc j'ai été hospitalisée en psychiatrie à 2 reprises, à chaque fois avec un diagnostic de maladie mentale différent et erroné. Là encore je vous spoil. Voilà, je me prive d'ailleurs de super miniatures putaclic, diagnostiqué bipolaire, diagnostiqué schizophrène. Mais rassurez-vous, hein, ces diagnostics étaient complètement erronés, ce qui n'est d'ailleurs pas très rassurant concernant voilà, la psychiatrie qui n'est apparemment vraiment pas au point. Parce que pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour penser que c'est difficile de poser un diagnostic sur un cerveau qui est encore sous substance. Mais eh bien figurez-vous que ça ne les dérange pas de distribuer des diagnostics quand même à tout va, et les traitements hyper forts qui vont avec. Donc Dieu merci, tout va mieux. Et quand je parle de diagnostic erroné, j'ai vraiment le recul. Avec les années, pour le dire avec certitude quoi, parce que du coup ma dernière hospitalisation j'avais 21 ans, mon dernier traitement je l'ai arrêté, j'en avais 22, 21, 22, 21, et j'en ai maintenant 29, donc voilà 8 ans que je n'ai aucun traitement et que je n'ai jamais refait une dépression, que je suis quelqu'un de très stable. Pour revenir sur ce que je viens de dire avec mes blagues de miniature, c'est la première fois que j'ai été hospitalisée, j'étais diagnostiquée bipolaire. Et la deuxième fois, j'ai pas été je voulais me reprendre quand même parce qu'on fait des blagues. C'est quand même des sujets graves. J'ai pas été diagnostiquée schizophrène. Mais par contre, j'ai fait et ça c'est un fait, j'ai fait un épisode, comment on appelle ça,
ça, à la limite, ils avaient sûrement raison, hein. On m'avait dit quand même que ça pouvait être un prémisse de schizophrénie. Mon propos c'était de vous montrer que j'ai quand même vraiment touché le fond à cause de tout ça, et que donc même si j'en parle de façon légère, vu qu'on est au moment de ma vie où tout ça n'était pas encore arrivé, ben voilà, je voulais faire un petit saut dans le temps pour vous dire don't do drugs. Du coup les amis, dans la dernière vidéo, on parlait de mes années lycée et on s'est beaucoup concentré sur les garçons, notamment pour mon année de première où j'ai eu deux petits copains, les deux seuls petits copains de ma vie. Du coup voilà, on a parlé que de garçons. Mais du coup je voulais revenir un petit peu sur cette période et qu'on aborde un petit peu d'autres facettes de la vie que les garçons, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Alors, parlons de mes copines, mes fameuses copines à qui j'ai donné des prénoms de substitution. Donc quand je suis au lycée, mes deux meilleures amies sont toujours Elodie et Leïla, que j'ai rencontrées au collège et avec qui je suis tout le temps, avec qui on sort, etc. Qui ne sont pas dans mon lycée parce qu'elles sont en professionnel et moi en général. Et une chose importante à propos de l'année de première, mais je vous avoue que sur certains événements j'ai du mal à retrouver la chronologie. Je suis pas sûre des dates et je suis pas sûre de la durée des événements, mais quand même je sais que j'ai eu une rupture amicale avec Leïla, une première rupture amicale avec Leïla qui a duré longtemps, et je pense que c'était en première. Je pense d'ailleurs que ça correspond à la période où j'ai eu mes deux petits amis, parce que je me rends compte que je n'ai aucun souvenir de parler de ça avec elle, ni d'ailleurs de présenter Leïla à mes mecs. Je suis à peu près sûre que cette rupture amicale avec Leïla, ça a correspondu à cette période en première. Mais alors sur combien de temps c'était, je sais pas, franchement c'était une longue période, mais je sais que la notion du temps évolue avec l'âge. Donc aujourd'hui j'aurais tendance à dire qu'on s'est pas parlé pendant un an, mais j'ai réfléchi et il y a moyen que c'était 3 mois en fait, parce que la notion du temps est tellement différente quand on a 16 ans et quand on en a 30. À l'époque, en une année, on change physiquement, tout change dans sa vie, et du coup, bref, je suis sûre que c'était moins d'un an finalement. C'était peut-être 6 mois, je sais pas, mais c'était peut-être 3 mois aussi. En tout cas, c'était long. C'était long. Non pas que je me languissais, mais je sais que c'était une longue période, quoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'être amis à un moment? J'avais pas exactement le même type de relation avec mes deux meilleurs amis. On passait évidemment beaucoup de temps à trois, notamment en soirée, pas que, mais Elodie était en couple, donc on la laissait tranquille la nuit. Vous avez compris.
heures, alors que moi et Elodie on était dans des villes plus importantes avec des tramways, enfin le tram, aussi plus proche du coup des villes des autres personnes qu'on côtoyait. Donc du coup pour un côté pratique, eh bien Leïla dormait chez moi tous les week-ends, pratiquement tous les week-ends. Et elle dormait d'ailleurs dans mon lit, un lit deux places, une place et demie, deux places, un petit lit de place. Donc vous voyez, on était littéralement l'une sur l'autre. Dans les vidéos précédentes, je rigolais en disant que Elodie était joyeuse et que Leïla était moins joyeuse. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Leïla, donc elle avait déjà fait une dépression apparemment. En tout cas, elle avait un passé familial et une situation familiale vraiment pas facile. Donc en soi, c'était une fille torturée hein, qui avait des raisons de l'être. Et je pense qu'elle a trouvé en moi une oreille particulièrement attentive et je pense empathique. Et moi, j'avais pas vécu des choses aussi difficiles qu'elle, mais j'avais quand même aussi pas eu une vie toute rose. Et puis j'étais, comme beaucoup d'adolescents, un peu mélancolique, un petit peu. Voilà, j'avais du mal-être adolescent, on va dire le mal-être normal adolescent. Enfin, normal, c'est peut-être pas tous les adolescents, mais ça allait, franchement, ça allait. Mais voilà, j'avais une petite mélancolie. On se trouvait pas mal de points communs dans nos états d'âme, notre mal-être et notamment notre incapacité à avoir des relations amoureuses normales et ouais, à avoir des relations amoureuses. Et du coup, on prenait un certain plaisir à avoir des discussions interminables, que ce soit en face à face ou chacune l'une chez l'autre, non, chacune chez soi au téléphone, toujours en fumant un maximum de cigarettes. On avait tout le temps chacune son crush et il se passait jamais rien dans la vraie vie, l'une comme l'autre. Mais ah là là, maintenant avec le recul, je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle la limérance, le fait de. Et c'est effectivement des gens plus ou moins traumatisés qui se persuadent, en fait, qui ont envie de. En fait, on se persuade qu'on n'a qu'une seule envie, c'est être en couple. Mais en vrai, on fait toujours en sorte de ne pas l'être. Et notre vie amoureuse, sentimentale, elle est entièrement au niveau des fantasmes et des rêves. Parce que c'est une façon de se protéger. Mais bref, je pouvais pas m'empêcher de le dire parce que c'est tellement évident maintenant que je connais ça. Mais bref, donc l'une comme l'autre, on avait tout le temps un crush et ça changeait pas tous les 4 matins. Et on passait des heures, des heures à en parler s'il y avait un échange d'SMS ou un regard. On allait décrypter ça en détail pendant des heures et des heures. Et puis on allait parler pendant des heures et des heures de nos mal-être. On se complaisait un petit peu dans cet état mélancolique. Vous savez, quand vous êtes déjà triste mais que vous mettez
commencé à trouver ça un petit peu étouffant, je pense. Que ce soit presque un acquis. Il me semble qu'à un moment, on se disait pas, est-ce que tu veux venir dormir chez moi ce week-end, mais à quelle heure j'arrive, à quelle heure tu viens. Enfin, c'était presque acté qu'elle dormait chez moi tous les week-ends. Et puis, des fois, il y avait des soirées où moi je serais bien allée et elle avait pas envie. Parce qu'elle aimait pas les gens ou parce qu'elle était pas d'humeur. Et du coup, ben, moi ça m'a bridée. Et j'ai pas envie de la critiquer sur internet. Ça a été ma meilleure amie. Je pense que c'est pas une mauvaise personne, donc il n'y a aucun intérêt à faire son procès. Surtout qu'encore une fois, j'ai certainement des torts et puis voilà quoi. C'est pas le but. Mais je pense que j'ai réussi à vous dépeindre un peu cette vibe de ah j'adore cette vie mais on est vraiment on commence à s'étouffer et on est quand même beaucoup dans la négativité. Voilà. Donc plus tous les petits. Finalement on avait des embrouilles de couple quoi parce que quand on est tout le temps avec une personne, bah on s'embrouille pour les trucs d'organisation, machin. Bref, donc une première fois, il y a une embrouille de merde qui a fait qu'on a eu des paroles un petit peu malheureuses et toutes les frustrations explosé et donc on s'est pas parlé pendant plusieurs mois. Voilà, en disant plusieurs mois, je sais que je me trompe pas. D'ailleurs, c'est pas anodin quand même le fait que j'ai eu 2 mecs sur la période où on se parlait pas parce que en fait elle prenait tellement de place dans ma vie quand on était meilleurs amis qu'il n'y avait pas la place pour un mec à ce moment-là. Et c'est drôle parce que là encore c'est avec le recul de plusieurs années que ça me paraît évident, mais à l'époque je l'avais pas vu comme ça, j'avais fait aucun lien. Donc nous on s'est pas parlé pendant des mois, mais on est resté chacune meilleure amie avec Elodie. Alors la pauvre ça devait être compliqué, elle quand elle envoyait elle voyait pas l'autre, enfin elle nous voyait comme ça à tour de rôle. Ce qui est assez drôle, c'est la façon dont on s'est réconciliés. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Tout simplement, on s'est retrouvés par hasard, toutes les deux chez Elodie. Donc, il y a eu un petit bug dans les plannings et je crois que moi j'arrivais et elle repartait. Mais en tout cas, une après-midi, on se croise chez Elodie. Et bon, on s'est fait la bise comme des personnes civilisées, quoi. Et en fait, on était toutes les trois devant la télé et je sais pas, en fait, on a commencé à... Mais c'est exactement comme les frères et sœurs. Si vous avez des frères et sœurs, quand on s'embrouille avec son frère ou sa sœur, enfin je sais pas comment c'est chez vous, mais en général on va pas se présenter de plates excuses. Juste, il y en a un qui va faire une blague et l'autre il rigole et ça y est, c'est oublié. Bah, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je sais plus, on commentait la télé et une chose en entraînant une autre, on rigole ensemble. Et en fait, c'est assez particulier parce que on a dû finir, enfin, aucune idée franchement. Est-ce qu'à un moment on a eu une discussion un peu profonde sur pourquoi est-ce qu'on en est venu là? Je vous avoue que je me rappelle pas, mais ce que je sais, c'est que ce jour-là, on s'est rabiboché comme si de rien n'était après des mois à pas se parler. Et écoutez, c'était cool. Après, moi, pendant ce temps où on s'est pas parlé, je vais pas vous mentir, j'étais pas. Je pense que j'avais besoin de cette respiration. Donc, j'étais pas particulièrement triste ou dans l'attente d'une réconciliation. Et pour autant, quand on s'est réconcilié, ça m'a vraiment fait plaisir. Bah, en fait, on retombe dans notre chronologie parce que
que je pense que cette réconciliation s'est faite peu de temps après que je me sois fait larguer par Valentin. Le prochain événement dont je voulais vous parler, qui s'est passé également à cette période, c'est la rencontre avec un groupe de garçons. Donc nous on était dans le 93, ça pouvait nous arriver d'aller à Paris, ça faisait pas partie de notre quotidien. En RER on était à Paris en une petite heure, enfin tram plus RER, ouais. Mais la soirée que je m'apprête à vous raconter, il se trouve que nous étions sur les quais de Seine. Ça devait être le printemps, je me rappelle qu'il faisait bon et je sais pas trop ce qu'on fabriquait sur les quais de Seine, hein. Bah, on était posé avec une bouteille de rosé sans doute, et on avait je sais pas qui on avait rejoint. On avait rejoint des connaissances et en fait on a rencontré des garçons qui venaient également d'une ville voisine de la nôtre où on connaissait des gens dans le 93, 23h23 au moment où je filme cette vidéo. Et donc la connexion s'est faite parce qu'il y a un garçon qu'on va appeler Damien. Je pense que j'ai tapé dans l'œil à Damien qui m'a demandé mes coordonnées, mais moi il m'a pas du tout. Et on a échangé quelques messages